Le 21 décembre 1832, dans les plaines enneigées d'Anatolie, une bataille va faire trembler les fondations même de l'Empire ottoman. Ce matin-là, personne à Constantinople ne s'attend à ce qui va se passer. Le sultan Mahmoud dort tranquillement dans son palais, convaincu que son grand vizir Réchid Pacha va écraser cette armée égyptienne rebelle qui ose défier la sublime porte. Mais sur le champ de bataille de Konya, l'histoire s'apprête à prendre un tournant radical. L'Égypte, cette province qui n'était qu'un simple vassal de l'Empire ottoman quelques décennies plus tôt, va infliger une défaite si humiliante, si totale, que plus rien ne séparera ses troupes de Constantinople. Pour comprendre cette bataille qui a failli renverser l'ordre du monde musulman, il faut d'abord comprendre l'homme qui a tout rendu possible. Méhémé Ali, un soldat albanais devenu maître de l'Égypte. En 1805, quand il prend le pouvoir au Caire, l'Égypte n'est qu'une province délabrée de l'Empire ottoman. Les Mamelouks y règnent en maître. Les Français viennent de partir après l'échec de l'expédition de Bonaparte et le pays est dans un état de chaos total. Méhémé Ali voit une opportunité dans ce désordre. Il commence par éliminer les Mamelouks de la manière la plus brutale qui soit. En 1811, il les invite tous à un grand festin à la citadelle du Caire, prétendument pour honorer son fils Toussoun. Les Mamelouks arrivent en grand nombre, confiants, vêtus de leurs plus beaux habits. Ils ne se doutent pas qu'ils marchent vers leur mort. Une fois le repas terminé, les portes se ferment. Les gardes de Méhémé Ali surgissent et massacrent tous les invités. Certains tentent de fuir, mais ils sont poursuivis et tués jusque dans les ruelles du Caire. En une seule nuit, la classe dirigeante égyptienne disparaît dans un bain de sang. Méhémé Ali peut maintenant gouverner sans opposition. Mais il ne se contente pas de régner sur l'Égypte comme les pachas avant lui. Il a une vision beaucoup plus ambitieuse. Transformer cette province arriérée en une puissance moderne capable de rivaliser avec l'Empire ottoman lui-même. Il sait que pour y parvenir, il lui faut une armée digne de ce nom. L'armée égyptienne traditionnelle n'est qu'un ramassis de mercenaires indisciplinés. Méhémé Ali décide de tout reconstruire de zéro. Il commence par imposer la conscription aux paysans égyptiens, les fellahs. Pour la première fois depuis l'époque pharaonique, des Égyptiens sont appelés à servir dans l'armée de leur propre pays. Cette décision provoque une résistance massive. Les fellahs se mutilent pour échapper au service militaire. Certains se coupent les doigts, d'autres se crèvent un œil. Dans certains villages, les familles cachent leurs fils pendant des mois. Mais Méhémé Ali tient bon. Ces soldats ratissent le pays, arrachent les jeunes hommes à leurs familles, les enchaînent et les conduisent dans des camps d'entraînement. Pour transformer ces paysans terrorisés en soldats efficaces, Méhémé Ali fait appel à des experts européens. Et c'est là qu'entre en scène un personnage fascinant, Joseph Sève, un ancien colonel de l'armée napoléonienne. Né à Lyon en 1788, Sève a combattu dans toutes les grandes batailles de l'Empire. Il a survécu à Trafalgar, où une hache d'abordage lui a entaillé l'épaule. Il a enduré la campagne de Russie et la retraite désastreuse de 1812. Quand Napoléon tombe définitivement en 1815, Sève se retrouve sans emploi, avec une demi-solde misérable et des créanciers qui le harcèlent. Un ami lui suggère de tenter sa chance en Égypte, où un certain Méhémé Ali cherche des officiers européens pour moderniser son armée. Sève n'hésite pas longtemps. En 1819, il embarque pour Alexandrie, laissant derrière lui ses dettes et son passé français. À son arrivée en Égypte, Sève impressionne immédiatement Ibrahim Pacha, le fils aîné de Méhémé Ali. Ibrahim, qui commande l'armée égyptienne, reconnaît en Sève un militaire exceptionnel. En 1820, Sève devient instructeur en chef de l'armée égyptienne avec le grade de colonel. Pour mieux s'intégrer et gagner la confiance de ses hommes, il se convertit à l'islam et prend le nom de Soliman. Soliman Pacha, comme on l'appellera bientôt, applique à la lettre les méthodes qui ont fait la force des armées de Napoléon. Il organise les troupes en brigades disciplinées, introduit l'entraînement intensif à la baïonnette et au tir, impose une hiérarchie stricte. Les fellahs, au début complètement perdus, commencent progressivement à devenir de vrais soldats. Soliman Pacha est impitoyable avec ceux qui ne suivent pas. Les déserteurs sont fusillés publiquement. Ceux qui désobéissent sont fouettés devant leurs camarades. Mais il partage aussi les conditions de vie de ces hommes, dort dans les mêmes campements, mange la même nourriture. Cette proximité lui gagne le respect des soldats égyptiens. Pendant des années, Méhémé Ali teste son armée dans diverses campagnes. Il envoie ses troupes conquérir le Soudan en 1820
où elle se couvre de gloire malgré les conditions épouvantables du désert. En 1824, le sultan ottoman Mahmoud II fait appel à lui pour écraser la révolte grecque. Méhémé Ali accepte, à condition qu'on lui donne en échange la Crète, la Syrie et le Péloponnèse. Ibrahim Pacha débarque en Grèce avec 17 000 soldats et une flotte de 60 navires. Les troupes égyptiennes reconquièrent méthodiquement le territoire, village par village. Soliman Pacha se distingue lors de l'assaut de l'île de Sphactérie, où il mène personnellement une charge à la baïonnette et s'empare des batteries grecques malgré une blessure au bras. Les Grecs résistent avec acharnement, mais l'armée égyptienne semble invincible. Vers la fin de 1827, la révolte grecque est au bord de l'anéantissement. Mais le 20 octobre 1827, un événement change tout. Une flotte franco-anglo-russe surprend la flotte turco-égyptienne ancrée dans la baie de Navarin. En quelques heures, les navires de Méhémé Ali sont réduits en cendres. Cette défaite navale catastrophique oblige Ibrahim à évacuer la Grèce en octobre 1828. Méhémé Ali est furieux. Il a dépensé une fortune pour cette campagne, perdu des milliers d'hommes, et il n'a rien reçu en échange. Le sultan Mahmoud II refuse de lui céder les territoires promis. Pire encore, le sultan commence à voir Méhémé Ali comme une menace plutôt que comme un allié. Cette trahison va avoir des conséquences dramatiques. En 1831, Méhémé Ali décide qu'il en a assez d'être traité comme un simple vassal. Il observe l'Empire ottoman depuis des années et constate sa faiblesse croissante. L'armée ottomane, autrefois redoutée dans toute l'Europe, n'est plus qu'une ombre d'elle-même. Les janissaires, corps d'élite qui faisaient trembler les chrétiens, ont été massacrés par Mahmoud II en 1826 parce qu'ils étaient devenus trop puissants et incontrôlables. L'armée de remplacement que le sultan tente de créer manque d'entraînement et de discipline. Les provinces de l'Empire sont en révolte constante. Les Grecs viennent d'obtenir leur indépendance. Les Serbes se battent pour la leur. L'Algérie est sur le point d'être conquise par la France. L'Empire ottoman se désintègre lentement mais sûrement. Méhémé Ali voit dans cette décomposition l'opportunité de réaliser son grand projet. Créer un empire arabe indépendant qui s'étendrait de l'Égypte jusqu'à l'Euphrate et au Tigre. Il résume lui-même son ambition en des termes très clairs. « Je suis bien conscient que l'Empire ottoman va chaque jour vers sa destruction. Sur ses ruines, je vais fonder un vaste royaume. » Pour justifier la guerre, Méhémé Ali utilise un prétexte ingénieux. Abdallah Pacha, le gouverneur ottoman d'Acre, en Syrie, a donné asile à 6000 fellahs égyptiens qui fuyaient les impôts écrasants et les corvées imposées par Méhémé Ali. Le vice-roi d'Égypte exige leur retour. Abdallah Pacha refuse. Méhémé Ali déclare que c'est un acte 5 sans hostilité et le 31 octobre 1831, il ordonne à Ibrahim Pacha d'envahir la Syrie avec toute l'armée égyptienne. Ibrahim Pacha traverse le Sinaï avec 50 000 hommes. L'armée égyptienne qu'il commande n'a plus rien à voir avec les troupes dépenaillées d'autrefois. Ce sont maintenant des soldats entraînés selon les méthodes européennes, organisés en brigades d'infanterie disciplinées, soutenus par une artillerie moderne et une cavalerie rapide. Soliman Pacha marche à ses côtés comme commandant en second. L'invasion commence comme une promenade militaire. Gaza tombe sans résistance. Jaffa est prise d'assaut. Haïfa et Jérusalem ouvrent leurs portes. Les garnisons ottomanes, démoralisées et mal équipées, se rendent les unes après les autres. Seul Acre résiste. Abdallah Pacha s'est enfermé dans cette forteresse côtière avec 3000 combattants aguerris et une artillerie impressionnante. Les murs d'Acre sont réputés imprenables. Napoléon lui-même a échoué à les prendre en 1799. Ibrahim établit un siège méthodique. Pendant 6 mois, l'artillerie égyptienne pilonne les fortifications jour et nuit. Les soldats d'Abdallah Pacha répondent avec détermination. Chaque assaut égyptien est repoussé dans des combats sanglants. Les pertes s'accumulent des deux côtés. À Constantinople, le sultan Mahmoud II suit la situation avec inquiétude. La chute d'Acre signifierait que toute la Syrie est perdue. Il envoie des renforts, mais l'armée égyptienne les intercepte et les détruit. Le 27 mai 1832, après un bombardement particulièrement intense, une brèche s'ouvre enfin dans les murailles. Les troupes égyptiennes se précipitent dans l'ouverture. Les combats font rage dans les rues étroites de la ville. Abdallah Pacha et ses derniers fidèles se barricadent dans la citadelle, mais la situation est désespérée. Ils finissent par se rendre. Acre, la forteresse imprenable, est tombée. Avec Acre aux mains des Égyptiens, plus rien n'arrête Ibrahim Pacha. Damas ouvre ses portes le 14 juin 1832 sans combattre.
Les notables de la ville préfèrent se soumettre plutôt que de voir leur cité détruite. Ibrahim poursuit son avancée vers le nord. Le 8 juillet, une armée ottomane tente de l'arrêter près de Homs. Soliman Pacha prend le commandement de l'aile gauche égyptienne et écrase l'ennemi dans une bataille éclair. Les survivants ottomans fuient en désordre. Homs tombe le lendemain. Alep est occupé le 17 juillet, puis Antioche le 28. Le 29 juillet, à la passe de Beylan, les Égyptiens affrontent une nouvelle armée ottomane commandée par Hussein Pacha. C'est encore Soliman Pacha qui mène l'assaut décisif. Ses brigades gravissent les pentes escarpées sous le feu ennemi et enfoncent les lignes ottomanes. Hussein Pacha est capturé. Son armée se disperse. Les troupes égyptiennes avancent maintenant jusqu'à Tars et Adana, pénétrant en Anatolie même, le cœur de l'Empire ottoman. À Constantinople, c'est la panique. En moins d'un an, Ibrahim Pacha a conquis toute la Syrie et le sud de l'Anatolie. L'armée ottomane, censément supérieure en nombre, a été battue à chaque affrontement. Le sultan Mahmoud II réalise qu'il fait face à une menace existentielle. Si Ibrahim continue sa marche, il sera bientôt aux portes de la capitale. Mahmoud rassemble toutes les forces qu'il peut trouver. Il fait appel aux provinces les plus loyales de l'Empire. Des régiments arrivent d'Albanie, de Bosnie, de toutes parts. Le sultan nomme son grand vizir, Reshid Mehmed Pacha, commandant en chef de cette armée de la dernière chance. Reshid Pacha est un homme expérimenté, un administrateur compétent qui a servi loyalement le sultan pendant des années, mais ce n'est pas un grand général. Il n'a jamais vraiment commandé d'armée au combat. Qu'importe, le sultan n'a pas le choix. Il lui confie 80 000 hommes et lui ordonne de détruire l'armée égyptienne coûte que coûte. Reshid Pacha établit son camp à Konya, une ancienne ville au cœur de l'Anatolie. La position est stratégique. Konya contrôle la route principale vers Constantinople. Si Ibrahim veut continuer sa marche sur la capitale, il devra passer par là. L'armée ottomane de Reshid Pacha est impressionnante sur le papier. 80 000 soldats, c'est presque le double de ce qu'Ibrahim peut aligner. Il y a 54 bataillons d'infanterie, 28 escadrons de cavalerie, 100 canons. Mais cette armée est un assemblage disparate. Il y a certes 30 000 soldats réguliers, les Nizami, formés selon le nouveau système du sultan. Mais il y a aussi des dizaines de milliers d'irréguliers, des cavaliers albanais féroces mais indisciplinés, des volontaires bosniaques, des mercenaires de toutes sortes. Ces hommes ne se connaissent pas, ne s'entraînent pas ensemble, ne parlent souvent même pas la même langue. Pour beaucoup, c'est la première fois qu'ils voient un fusil moderne. Ibrahim Pacha, de son côté, avance prudemment vers Konya avec une armée beaucoup plus petite mais infiniment mieux organisée. Il a environ 27 000 soldats réguliers disponibles pour la bataille, le reste de ses forces étant dispersé pour garder ses lignes de communication en Syrie. Mais ces 27 000 hommes sont l'élite de l'armée égyptienne. Ce sont les vétérans qui ont conquis le Soudan, combattu en Grèce, pris Acre. Ils ont confiance en leur commandant et en eux-mêmes. Soliman Pacha commande la 2e ligne avec les 12e et 14e brigades d'infanterie. Ibrahim garde le commandement direct de la réserve, la garde d'élite égyptienne qui n'a jamais connu la défaite. À la mi-décembre, les deux armées se font face de part et d'autre de Konya. Le matin du 21 décembre 1832, un épais brouillard recouvre la plaine au nord de Konya. La visibilité est presque nulle. On ne voit pas à 20 mètres devant soi. C'est une journée glaciale typique de l'hiver anatolien. Les soldats grelottent dans leurs uniformes, soufflent sur leurs mains pour se réchauffer. Ibrahim Pacha observe le brouillard avec satisfaction. Il sait que dans ces conditions, son adversaire ne pourra pas profiter de sa supériorité numérique. Les combats vont se dérouler à courte distance, par petits groupes, exactement le type de bataille où la discipline et l'entraînement font toute la différence. L'armée égyptienne est déployée sur 3 lignes, dos à la ville de Konya, face au nord. La première ligne, commandée par Selim El-Mansteri, est composée des 13e et 18e brigades d'infanterie avec 3 batteries d'artillerie. Ces hommes forment le mur de fer qui va absorber le premier choc ottoman. 500 pas derrière eux, la 2e ligne de Soliman Pacha attend avec les 12e et 14e brigades et 2 batteries. C'est la réserve tactique, prête à combler toute brèche ou à exploiter toute opportunité. Encore plus en arrière, Ibrahim Pacha garde sous son commandement direct la garde d'élite, les meilleurs soldats de toute l'armée. Le terrain est un plateau d'environ 3 km de large, bordé à l'ouest par des collines et à l'est par des marécages. C'est un piège parfait pour une grande armée.
Les Ottomans devront s'engager sur ce plateau étroit où leur supériorité numérique ne servira à rien. De l'autre côté, Reşit Paşa a déployé son armée sur 4 rangs. Les réguliers sont devant, les irréguliers derrière. Le grand vizir est confiant. Il a 2 fois plus d'hommes que son adversaire. Il pense qu'il suffit d'avancer en masse pour écraser les Égyptiens par le poids du nombre. Mais il commet plusieurs erreurs fatales. D'abord, il ne reconnaît pas le terrain. Dans le brouillard, ses éclaireurs n'ont pas pu déterminer exactement où se trouvent les positions égyptiennes. Ensuite, il ne coordonne pas ses différentes unités. Chaque contingent reçoit simplement l'ordre d'avancer et d'attaquer l'ennemi quand il le trouvera. Il n'y a pas de plan de bataille cohérent, pas de manœuvre préparée. Vers 9 heures du matin, l'armée ottomane commence à avancer dans le brouillard. Les soldats progressent lentement, nerveusement, essayant de voir quelque chose dans cette purée de poids. Soudain, le silence est brisé par un grondement assourdissant. L'artillerie égyptienne vient d'ouvrir le feu. Soliman Pacha a formé ses artilleurs à tirer au son. Dans le brouillard, ils ne voient pas les Ottomans, mais ils entendent le bruit de milliers de pieds en marche. Le cliquetis des armes, les ordres criés. Les canons égyptiens pointent dans cette direction et lâchent une volée dévastatrice. Les boulets de canon traversent le brouillard et s'abattent sur les rangs ottomans qui avancent. Des dizaines d'hommes sont fauchés à chaque salve. La confusion s'installe immédiatement dans les rangs turcs. L'artillerie ottomane riposte, mais elle tire à l'aveuglette. Les canonniers ne voient pas leur cible, ne peuvent pas ajuster leurs tirs. Leurs obus explosent au hasard dans le brouillard. Pendant ce temps, les artilleurs égyptiens continuent de tirer avec une précision mortelle, guidés par le son. Le duel d'artillerie tourne rapidement à l'avantage des Égyptiens. Reşit Paşa ordonne à son infanterie d'accélérer, de sortir de la zone battue par l'artillerie ennemie et d'engager l'infanterie égyptienne au corps à corps. Les régiments ottomans se mettent à courir dans le brouillard. Ils débouchent soudainement face aux lignes égyptiennes. À moins de 50 mètres, les soldats de Selim el-Mansteri sont prêts. Au commandement de leurs officiers, ils lâchent une première salve en feu de peloton. Les fusils égyptiens crachent le feu tous ensemble. Des centaines de balles traversent le brouillard et déciment les premiers rangs ottomans. Avant que les survivants puissent réagir, la deuxième salve part, puis la troisième. Les Égyptiens rechargent et tirent avec une rapidité mécanique, fruit de centaines d'heures d'entraînement. Les Ottomans tentent de riposter mais leur tir est désordonné. Certains soldats paniquent et commencent à reculer. Les officiers ottomans les supplient de tenir, frappent les fuyards avec le plat de leurs sabres, mais le moral flanche déjà. Sur la droite ottomane, les choses se passent mieux. La cavalerie albanaise charge l'aile gauche égyptienne avec une furie sauvage. Ces cavaliers sont des guerriers nés, habitués aux combats brutaux. Ils déferlent sur les positions égyptiennes en hurlant, sabres brandis. Pendant un moment, il semble qu'ils vont percer. Les fantassins égyptiens de ce secteur sont jeunes, moins expérimentés que le reste de l'armée. Certains hésitent, mais Soliman Pacha a anticipé ce danger. Il a placé des carrés d'infanterie en soutien, des formations spécialement conçues pour résister aux charges de cavalerie. Les Albanais se heurtent à ces carrés et ne peuvent pas les briser. Leurs chevaux refusent de charger les baïonnettes hérissées. La cavalerie égyptienne contre-attaque et repousse les Albanais dans une mêlée confuse. Au centre, l'infanterie ottomane tente un assaut désespéré. Des milliers d'hommes se jettent en avant en hurlant « Allah Akbar ». Ils réussissent à s'approcher des lignes égyptiennes. Certains parviennent même à franchir les premières positions. C'est le moment de vérité. Si la ligne égyptienne cède, toute la bataille peut basculer. Mais Soliman Pacha, depuis sa position en deuxième ligne, voit immédiatement le danger. Sans attendre les ordres d'Ibrahim, il lance sa réserve dans la bataille. Les 12e et 14e brigades avancent au pas cadencé, musique en tête comme à la parade. Elles arrivent exactement là où la pression ottomane est la plus forte et stabilisent la situation. Les Ottomans, qui avaient percé, se retrouvent pris entre deux feux et sont anéantis. Reşit Paşa, sur sa colline de commandement, ne voit rien de ce qui se passe. Le brouillard l'aveugle complètement. Il entend le fracas de la bataille, les coups de canon, les décharges de mousqueterie, les cris, mais il ne peut pas diriger ses troupes. Ses aides de camp galopent dans tous les sens, essayant de transmettre des ordres. Mais dans la confusion, les messages ne passent pas. Certaines unités ottomanes ne reçoivent jamais leurs ordres. D'autres reçoivent des ordres contradictoires. Le commandement ottoman est paralysé. Vers midi, Reşit Paşa décide de prendre un risque. L'aile gauche de son armée, stationnée à l'ouest près des collines, n'a pas encore vraiment combattu.
Il ordonne à ses troupes de faire un mouvement tournant pour prendre les Égyptiens sur le flanc. C'est une bonne idée en théorie. Si cette manœuvre réussit, elle pourrait enrouler toute la ligne égyptienne. Mais Ibrahim Pacha a lui aussi remarqué ce mouvement. Depuis sa position en troisième ligne, il a une vue d'ensemble de la bataille que Rechid Pacha n'a pas. Il voit les unités ottomanes qui se déplacent vers l'ouest. Il comprend immédiatement ce que son adversaire tente de faire. Il ordonne à sa garde d'élite de se porter rapidement vers ce secteur menacé. Simultanément, il fait pivoter une partie de son artillerie pour couvrir cette direction. Quand l'infanterie ottomane émerge du brouillard, elle tombe directement dans un piège. L'artillerie égyptienne la prend en enfilade et la massacre. La garde d'Ibrahim charge alors et enfonce ce qui reste de cette attaque. C'est un désastre complet pour l'aile gauche ottomane. C'est à ce moment précis que se produit l'événement qui va décider du sort de la bataille. Rechid Pacha, désespéré par les nouvelles catastrophiques qui lui parviennent, décide de se rendre personnellement sur l'aile gauche pour rallier ses troupes. C'est une décision courageuse mais terriblement imprudente. Le grand vizir s'élance avec son escorte dans le brouillard, galopant vers l'endroit d'où proviennent les tirs. Il veut montrer à ses soldats qu'il partage leur danger, qu'il est prêt à mourir avec eux. Mais dans le brouillard et la confusion de la bataille, Rechid Pacha et son escorte se perdent complètement. Ils galopent pendant plusieurs minutes, guidés par le bruit des combats, jusqu'à ce qu'ils aperçoivent des uniformes devant eux. Le grand vizir croit que ce sont ses propres troupes. Il s'approche en criant des encouragements. Trop tard, il réalise son erreur. Ces uniformes sont égyptiens. Des soldats de la garde d'Ibrahim surgissent de tous côtés et encerclent le petit groupe. Rechid Pacha comprend qu'il est pris au piège. Il tente de faire demi-tour, mais c'est inutile. Les Égyptiens le reconnaissent à ses vêtements somptueux et aux décorations qu'il porte. Quelques membres de son escorte essaient de se battre et sont tués immédiatement. Rechid Pacha, voyant que toute résistance est futile, se rend. Les soldats égyptiens n'en croient pas leurs yeux. Ils viennent de capturer le commandant en chef de l'armée ennemie, le grand vizir du sultan lui-même. Rechid Pacha est rapidement conduit à Ibrahim Pacha. Le général égyptien le reçoit avec courtoisie, lui offre même du café, mais le fait immédiatement garder sous bonne escorte. La nouvelle de la capture de Rechid Pacha se répand comme une traînée de poudre dans les rangs égyptiens. Les soldats poussent des cris de joie. Leur morale monte en flèche. Mais c'est l'inverse dans l'armée ottomane. Quand la rumeur arrive que le grand vizir a été capturé, c'est la consternation. Sans leur commandant, les officiers ottomans ne savent plus quoi faire. Certains essaient de prendre le commandement, mais personne ne connaît le plan général. Personne ne sait ce que les autres unités sont censées faire. Le second de Rechid Pacha tente bien de rassembler les troupes, mais il est dépassé par la situation. Les régiments commencent à se désintégrer. Les irréguliers, ces Albanais et Bosniaques, qui n'ont jamais eu une grande discipline, décident qu'ils en ont assez vu. Ils commencent à se replier, d'abord lentement, puis de plus en plus vite. Certains jettent leurs armes pour courir plus vite. Ibrahim Pacha sent que le moment est venu de porter le coup final. Il lance toute sa cavalerie dans une charge massive contre le flanc gauche ottoman, qui est maintenant complètement désorganisé. Les cavaliers égyptiens frappent comme un marteau. Ils enfoncent les lignes ottomanes, prennent les unités en enfilade, les encerclent. L'artillerie égyptienne avance également et se positionne pour tirer sur les Ottomans depuis 3 directions, sud, est et nord. C'est un massacre. Les boulets de canon labourent les rangs serrés de l'infanterie ottomane. Les cavaliers égyptiens sabrent les fuyards. Partout, des soldats turcs jettent leurs fusils et lèvent les mains en criant qu'ils se rendent. Le centre de l'armée ottomane s'effondre complètement. Les unités qui tenaient encore quelques minutes plus tôt se dispersent maintenant dans toutes les directions. Vers 16 heures, alors que le jour commence à décliner, le second de Rechid Pacha tente une dernière manœuvre désespérée. Il rassemble les troupes qui sont encore à peu près intactes sur l'aile droite et organise une contre-attaque venue de l'ouest contre le flanc gauche égyptien. C'est un acte de bravoure, mais aussi de désespoir. Cette attaque n'a aucune chance de réussir, mais au moins, elle permettra peut-être de couvrir la retraite du reste de l'armée. Les régiments ottomans se lancent en avant avec le courage du désespoir. Ils réussissent même à repousser les premiers éléments égyptiens qu'ils rencontrent. Pendant quelques minutes, il semble que l'attaque pourrait avoir un effet. Mais Soliman Pacha réagit instantanément. Il fait pivoter le centre de l'armée égyptienne pour faire face à cette nouvelle menace. Les brigades égyptiennes se déploient avec une rapidité impressionnante et présentent un front solide aux attaquants ottomans. L'artillerie égyptienne, qui peut maintenant tirer à bout portant, lâche une volée dévastatrice sur les rangs ottomans qui avancent. Les obus explosent au milieu des formations serrées,
déchiquetant des dizaines d'hommes à chaque impact. L'infanterie égyptienne ouvre le feu en salve synchronisée. La contre-attaque ottomane, déjà désespérée au départ, s'effondre sous ce feu meurtrier. Les survivants refluent et en désordre. C'est le dernier soupir de l'armée ottomane. Plus rien ne peut la sauver maintenant. À la tombée de la nuit, le brouillard se lève enfin. Du haut de sa position, Ibrahim Pacha peut maintenant voir l'étendue de sa victoire. Le champ de bataille est jonché de cadavres ottomans. Des milliers d'hommes gisent morts ou blessés dans la plaine. Partout, des groupes de soldats turcs errent, perdus, cherchant leurs unités. Beaucoup lèvent les mains dès qu'ils voient des soldats égyptiens. D'autres tentent de fuir, mais sont rapidement rattrapés par la cavalerie égyptienne. L'armée ottomane n'existe plus en tant que force organisée. Elle s'est tout simplement désintégrée. Quand le soleil se lève le 22 décembre, l'ampleur du désastre ottoman devient encore plus évidente. Les Égyptiens comptent leurs prises. Ils ont capturé 46 canons, des milliers de fusils, des dizaines de drapeaux régimentaires. Ils ont fait environ 10 000 prisonniers. Parmi eux se trouve non seulement le grand vizir Rechid Pacha, mais aussi une douzaine de généraux et des centaines d'officiers. Les pertes ottomanes sont énormes. On estime qu'au moins 15 000 hommes ont été tués ou blessés. Des milliers d'autres se sont dispersés dans la campagne et ne rejoindront jamais leurs unités. L'armée de 80 000 hommes que le sultan avait si péniblement rassemblée a cessé d'exister. Du côté égyptien, les pertes sont relativement légères. Environ 2 000 hommes tués ou blessés, principalement pendant les combats les plus intenses de la matinée. Cette disproportion témoigne de la supériorité tactique et technique des Égyptiens. Leurs soldats mieux entraînés, leur artillerie mieux servie, leur commandement plus cohérent ont fait toute la différence. Ibrahim Pacha a conduit une bataille parfaite. Il a choisi son terrain avec soin, déployé ses troupes intelligemment, réagi rapidement à chaque mouvement ennemi. Soliman Pacha a également brillé, montrant encore une fois son génie tactique en lançant ses réserves exactement au bon moment et au bon endroit. La route de Constantinople est maintenant ouverte. Plus aucune armée ottomane ne se dresse entre Ibrahim Pacha et la capitale. Il pourrait marcher sur Istanbul, déposer le sultan Mahmoud II, installer sur le trône un fantoche à la solde de son père. L'empire ottoman pourrait disparaître, remplacé par un empire arabe dirigé depuis le Caire. Mehemet Ali serait le nouveau maître du Moyen-Orient. Mais Ibrahim hésite. Il sait que marcher sur Constantinople aurait des conséquences internationales imprévisibles. Les puissances européennes ne resteraient pas les bras croisés face à un tel bouleversement. Il attend donc les instructions de son père. À Constantinople, la panique est totale. Les nouvelles de Konya arrivent le 23 décembre. Mahmoud II apprend que son armée a été anéantie, que son grand vizir est prisonnier, que rien ne sépare plus les Égyptiens de la capitale. Les rues d'Istanbul sont pleines de rumeurs. Certains disent qu'Ibrahim Pacha sera là dans une semaine. D'autres prétendent que Mehemet Ali va se proclamer sultan. Les marchands commencent à cacher leurs marchandises. Les riches préparent leurs bagages pour fuir. Le sultan lui-même envisage sérieusement de quitter la ville pour se réfugier en Anatolie intérieure. Mais Mahmoud II trouve un sauveur inattendu, le tsar Nicolas Ier de Russie. On pourrait penser que la Russie, ennemi traditionnel de l'Empire ottoman, se réjouirait de voir Constantinople tomber. Mais le tsar raisonne différemment. Un empire ottoman faible et agonisant, c'est utile pour la Russie. Elle peut le manipuler, arracher des concessions, étendre son influence. Mais un empire ottoman remplacé par un empire égyptien jeune, dynamique, modernisateur, ce serait une menace bien plus sérieuse. Le tsar ne veut pas d'un Mehemet Ali fort sur les bords de la mer Noire. Il préfère de loin un Mahmoud II affaibli, et donc manipulable. Nicolas Ier envoie immédiatement des émissaires à Constantinople pour proposer son aide militaire. Il offre de déployer une armée russe pour défendre la capitale ottomane contre Ibrahim Pacha. C'est une proposition extraordinaire. L'ennemi héréditaire qui propose de sauver le sultan. Mahmoud II, malgré toute sa méfiance envers les Russes, n'a pas le choix. Il accepte. Des navires de guerre russes apparaissent dans le Bosphore. Des troupes russes débarquent pour renforcer les défenses d'Istanbul. Pour la première fois de son histoire, Constantinople est défendue par des soldats chrétiens contre des musulmans. Cette intervention russe change complètement la situation. Mehemet Ali réalise qu'une marche sur Constantinople déclencherait maintenant une guerre contre la Russie, et probablement aussi contre les autres puissances européennes. L'Angleterre et la France, qui observent les événements avec inquiétude, ont clairement fait savoir qu'elles ne toléreraient pas la chute de l'Empire ottoman.
Méhémet Ali est un homme ambitieux mais pas fou. Il sait qu'il ne peut pas défier toute l'Europe. Il ordonne donc à Ibrahim de s'arrêter et ouvre des négociations. Les négociations durent plusieurs mois. Méhémet Ali est en position de force, mais il doit aussi tenir compte des réalités diplomatiques. Il ne peut pas prendre Constantinople, mais il peut exiger beaucoup. Les discussions aboutissent finalement au traité de Kütahya, signé le 4 mai 1833. Les termes sont extrêmement favorables à l'Égypte. Méhémet Ali obtient le gouvernement de toute la Syrie, de la Palestine, de la Cilicie et d'Adana. Son fils Ibrahim est nommé gouverneur général de ces provinces, avec des pouvoirs quasi illimités. L'Égypte garde également le Soudan et la Crète. En échange, Méhémet Ali accepte de reconnaître nominalement la suzeraineté du sultan et de retirer ses troupes d'Anatolie. C'est un triomphe éclatant. L'Égypte, qui n'était qu'une province périphérique de l'Empire ottoman 30 ans plus tôt, contrôle maintenant un territoire qui s'étend du Soudan à la Turquie du Sud. Méhémet Ali règne sur un empire de plusieurs millions d'habitants. Il a prouvé que son armée modernisée peut battre les Ottomans à chaque fois. Il est devenu le dirigeant musulman le plus puissant de son époque. Ibrahim Pacha s'installe à Damas et commence à gouverner la Syrie exactement comme son père gouverne l'Égypte. Il introduit des réformes administratives, modernise l'infrastructure, développe l'économie. Mais il se heurte à une résistance importante des populations locales, qui n'apprécient pas ces changements brutaux imposés de l'extérieur. Soliman Pacha, le héros français de Konya, est nommé major général de toute l'armée égyptienne et reçoit officiellement le titre de Pacha. C'est l'apogée de sa carrière. Cet ancien colonel de Napoléon, qui a quitté la France sans le sou 15 ans plus tôt, est maintenant l'un des hommes les plus puissants d'Égypte. Il possède de vastes domaines, commande à des dizaines de milliers de soldats, et reçu avec honneur partout où il va. Rechid Pacha, le grand vizir capturé, est finalement libéré contre une forte rançon plusieurs mois après la bataille. Il retourne à Constantinople humilié et ruiné. Le sultan, furieux de sa défaite, le destitue de tous ses postes. Rechid Pacha finit ses jours dans l'obscurité, symbole vivant du déclin ottoman. Mais la victoire de Konya porte en elle les germes de futurs conflits. Le sultan Mahmoud II n'accepte jamais vraiment sa défaite. Il passe les années suivantes à reconstruire son armée, à moderniser ses forces, à préparer sa revanche. En 1839, estimant qu'il est enfin prêt, il relance la guerre contre l'Égypte. C'est une erreur catastrophique. Le 24 juin 1839, à Nizib, Ibrahim Pacha et Soliman Pacha écrasent une nouvelle fois l'armée ottomane. La victoire égyptienne est encore plus complète qu'à Konya. L'armée du sultan se désintègre en moins de 2 heures. Le sultan Mahmoud meurt quelques jours après la bataille, probablement de chagrin et de honte. Son fils Abdülmecit, âgé de seulement 16 ans, hérite d'un empire au bord de l'effondrement total. Cette fois, les puissances européennes interviennent directement. Elles ne peuvent plus tolérer que l'Égypte détruise complètement l'empire ottoman. L'Angleterre envoie sa flotte bombarder Beyrouth et Acre. Des troupes britanniques débarquent en Syrie. La France, seule alliée de Méhémet Ali, l'abandonne sous la pression britannique. Isolé diplomatiquement, menacé militairement par la coalition européenne, Méhémet Ali doit céder. Par le traité de Londres de 1840, il est contraint de rendre la Syrie, la Palestine et la Crète. En échange, l'Angleterre et les autres puissances reconnaissent le droit héréditaire de sa dynastie à gouverner l'Égypte. Méhémet Ali perd son empire mais garde son royaume. La bataille de Konya marque un tournant dans l'histoire du Moyen-Orient. Pour la première fois, une armée arabe modernisée sur le modèle européen bat de manière décisive l'armée ottomane. Cela prouve que la modernisation militaire fonctionne, que les méthodes européennes peuvent être adoptées avec succès par des pays non européens. Méhémet Ali montre la voie que suivront plus tard d'autres réformateurs à travers le monde musulman. La victoire de Konya accélère aussi la décomposition de l'Empire ottoman. Après cette humiliation, le prestige du sultan ne se remettra jamais vraiment. Les provinces commencent à se comporter de plus en plus indépendamment. Les puissances européennes interviennent de plus en plus directement dans les affaires ottomanes. L'Empire est devenu l'homme malade de l'Europe, selon la formule célèbre. Il survit encore pendant près d'un siècle, mais c'est une survie artificielle, maintenue uniquement parce que les Européens ne s'entendent pas sur la manière de le partager. Pour l'Égypte, Konya est le début d'une brève période de grandeur. Sous Méhémet Ali et ses successeurs, le pays se modernise rapidement.
Des usines sont construites, le réseau d'irrigation est étendu, le coton égyptien devient célèbre dans le monde entier. Le pays obtient une autonomie de plus en plus grande vis-à-vis de Constantinople. La dynastie de Méhémé Ali régnera sur l'Égypte jusqu'en 1952. Mais l'ambition de créer un grand empire arabe indépendant ne se réalisera pas. Les puissances européennes, principalement l'Angleterre, ne le permettront pas. L'Égypte restera un pays à mi-chemin entre l'indépendance et la domination coloniale. Soliman Pacha continue de servir fidèlement l'Égypte jusqu'à sa mort en 1860. Il gouverne les académies militaires, forme de nouvelles générations d'officiers égyptiens, modernise constamment l'armée. En 1845, il accompagne Ibrahim Pacha dans un voyage en Europe. À Paris, il est reçu avec tous les honneurs par le roi Louis-Philippe, qui le fait grand officier de la Légion d'honneur. Il visite le tombeau de Napoléon et pleure devant la dépouille de son ancien empereur. Il passe aussi quelques jours à Lyon, sa ville natale, où il retrouve sa famille qu'il n'a pas vue depuis 26 ans. Ses frères et sœurs le reconnaissent à peine. Ce n'est plus le jeune officier pauvre qui a quitté la France en 1819. C'est maintenant un pacha égyptien, couvert de décorations, parlant un français avec un léger accent arabe. Son parcours extraordinaire fascine toute la ville. Ibrahim Pacha meurt en 1848, quelques mois seulement, après avoir succédé à son père comme vice-roi d'Égypte. Il est épuisé par 40 ans de campagnes militaires incessantes. Méhémet Ali lui survit un an, mais il a sombré dans la démence. Le vieux pacha qui a failli renverser l'Empire ottoman, qui a construit un royaume moderne au bord du Nil, passe ces derniers mois à ne reconnaître personne, à parler tout seul, perdu dans un monde de souvenirs confus. Il meurt le 2 août 1849 à l'âge de 80 ans. Toute l'Égypte pleure celui qui est considéré comme le fondateur du pays moderne. La bataille de Konya reste l'une des plus grandes victoires militaires arabes de l'époque moderne. Une armée égyptienne 2 fois moins nombreuse écrase une armée ottomane grâce à une meilleure organisation, un meilleur entraînement, un meilleur commandement. C'est une leçon que les militaires du monde entier étudient encore. La bataille prouve que dans la guerre moderne, la qualité prime sur la quantité. Que 27 000 soldats disciplinés valent mieux que 80 000 irréguliers. Que le commandement et la coordination sont plus importants que le simple courage. Que la modernisation et l'adaptation des techniques étrangères peuvent permettre à un pays de vaincre des adversaires apparemment plus puissants. Le 21 décembre 1832, dans le brouillard de Konya, l'Égypte prouve au monde qu'elle peut se tenir debout seule, qu'elle peut battre son ancien maître, qu'elle mérite sa place parmi les nations puissantes. Pendant quelques heures, le destin de tout le Moyen-Orient tient à un fil. Ibrahim Pacha pourrait marcher sur Constantinople et renverser l'ordre établi depuis des siècles. Finalement, la politique et la diplomatie l'empêchent d'aller jusqu'au bout. Mais le message est clair, l'Empire ottoman n'est plus invincible. L'ère de la domination turque sur le monde arabe touche à sa fin. De nouvelles forces, de nouvelles ambitions, de nouveaux pays émergent. Konya est le prélude aux bouleversements qui vont secouer le Moyen-Orient pendant plus d'un siècle, jusqu'à l'effondrement final de l'Empire ottoman en 1918 et la naissance du monde arabe moderne.